Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Tillier. Je suis enseignant retraité de l'éducation nationale, généalogiste amateur et passionné depuis l'âge de 15 ans, généalogueur. Et je vais vous parler aujourd'hui des instituteurs de la Grande Guerre. Alors, j'ai intitulé mon propos Instit 14-18 ou les écoles dans la guerre, titre que j'ai emprunté volontairement à un ouvrage collectif rédigé sous la direction de Jean-François Condette et paru en 2014. Mon exposé reposera essentiellement sur des sources disponibles parfois connues et d'autres méconnues. Mais tout d'abord, comment suis-je venu à m'intéresser particulièrement aux instituteurs ayant combattu pendant la Première Guerre mondiale? Alors, depuis quelques années, je participe au Challenge AZ de généalogie initié en 2013 par Sophie Boudarel et ayant fait un peu le tour de ma généalogie familiale et des articles techniques sur la généalogie, je cherchais à sortir des sentiers battus et à innover. Étant moi-même ancien instituteur puis directeur d'école, passionné par la Grande Guerre et centenaire oblige à l'époque, il fallait se saisir de cet événement de façon originale. Rappelons pour mémoire que ce ne sont pas moins de 35 000 instituteurs qui seront mobilisés lors de ce conflit sur un corps enseignant qui comptait à la veille de la guerre près de 200 000 instituteurs et institutrices. À l'arrière demeurent les instituteurs non mobilisés, dont presque trois quarts sont des femmes. Alors, quoi qu'on ait pu nous faire croire, l'instituteur mobilisé n'est pas un va-t-en guerre. Républicain convaincu, proche des milieux radicaux de l'époque, pur produit de l'école laïque qui aurait formaté des générations d'élèves à la revanche de 1870, son passage par l'école normale va au contraire, au contact de ses pairs et de ses formateurs, en faire un pacifiste engagé. Les valeurs d'humanisme et de paix qu'il véhicule alors auprès de ses élèves transparaissent tant dans les manuels scolaires que dans les programmes de l'époque. En 14, la majorité des instituteurs part donc la fleur au fusil dans un même élan patriotique, ce qui peut paraître paradoxal au regard de leurs convictions, car les instituteurs ne vont pas se battre pour faire la guerre, mais ils vont se battre pour la paix. Patriotes, certainement, certainement, mais pas bellicistes pour dessus. Même si toutefois une minorité d'entre eux reste fidèle à la cause pacifiste, on ne peut remettre en cause l'engagement des instituteurs dans ce conflit au front, tant au front qu'à l'arrière. Pour preuve, le lourd tribut payé par ces derniers, les chiffres divergent. Galit Haddad, dans les écoles dans la guerre, nous parle de lui de 8 419 tués, soit plus de 22% des mobilisés, moyenne supérieure de 3,5 points à la moyenne nationale, et qui constitue un des corps de métier les plus touchés par la guerre. Le ministère, quant à lui, ne retient que 7 407 tués pour 34 480 mobilisés, ce qui reste considérable. À cela s'ajoute un nombre de blessés impressionnant, ce qui va impacter pour certains la suite de leur carrière. Cet engagement au combat sera d'ailleurs salué et montré en exemple par l'institution. Alors, ce chiffre de 22%, Emmanuel Saint-Fucien l'explique de la manière suivante. Dans l'ouvrage cité déjà en amont, il note plusieurs caractéristiques liées à ces instituteurs. S'ils sont soldats, il n'en reste pas moins des éducateurs et des pédagogues, y compris sous le feu de l'ennemi. En témoigne leur désarroi face aux bâtiments scolaires détruits et une certaine forme de paternalisme auprès de très jeunes soldats qu'ils ont sous leurs ordres. La deuxième caractéristique, la maîtrise de l'écriture qui va permettre aux instituteurs de remplacer les sous-officiers et officiers subalternes d'actifs, tués ou blessés au début de la guerre. Enfin, dernière caractéristique, le rapport à l'autorité et la hiérarchie. Maître dans la classe, mais sous la férule du directeur de l'école ou de l'inspecteur, ils se révéleront également d'excellents meneurs d'hommes.
Mais c'est davantage la mobilisation et le soutien des maîtres et maîtresses de l'arrière qui va contribuer à forger la figure héroïque de l'instituteur combattant. Ici, on peut voir donc un télégramme adressé par le ministre de l'Instruction publique au préfet en août 1914. Les instituteurs qui ne sont pas appelés sous les drapeaux n'hésiteront pas à faire au pays le sacrifice de leurs vacances. Ils resteront à leur poste jusqu'à la fin de la crise. Ils offriront leur concours aux autorités civiles et militaires. Tout citoyen trouvera près d'eux des conseils, tout père de famille du réconfort. Ils auront soin de mettre la population en garde contre les fausses nouvelles, lui rappelant que seules les dépêches officielles méritent créance. Ils donneront dans chaque commune l'exemple du sang-froid et du zèle patriotique, comme leurs collègues plus jeunes donneront dans chaque régiment l'exemple de l'héroïsme. Donc, c'est davantage la mobilisation et le soutien des maîtres et maîtresses de l'arrière qui va donc contribuer à forger la figure héroïque de l'instituteur combattant, comme je le disais précédemment. Mais cette image idyllique, oui, alors en passant, on peut voir donc à l'arrière, on invite les institutrices à tricoter des objets, enfin, des pulls, etc., pour les instituteurs qui sont au front. On vend des petits signes au profit aussi des instituteurs et on fait appel aux enfants de France pour le Noël aux armées. Donc, on organise des collectes pour soutenir les instituteurs qui sont au front. Mais cette image idyllique va se ternir dès 1915, alors que le conflit se prolonge et s'enlise progressivement dans les tranchées. À l'arrière, si les maîtres et les maîtresses continuent concrètement à soutenir leurs collègues et le moral des enfants et des familles, une minorité agissante issue du mouvement syndical et de la mouvance anarchiste devient de plus en plus critique et manifeste son hostilité face à la prolongation du conflit. Parallèlement, dans les écoles, les nouvelles injonctions du ministère visant à transformer les enseignants en acteurs de la propagande officielle passent mal et sont en totale opposition aux valeurs humaines, pacifiques, voire patriotiques transmises par les manuels scolaires d'avant-guerre. D'ailleurs, dès 1907, les apprentissages traditionnels reprennent progressivement leurs droits. En 1917, le milieu des instituteurs pacifistes est alors qualifié même d'ennemis de l'intérieur et de défaitistes. Pour les autorités, l'école est devenue un repère d'activistes qui présente un danger national véritable. Les sanctions et les mises à pied pleuvent, et de là à gangréner les tranchées, il n'y a qu'un pas. La cause est entendue, l'instituteur militant revendicatif pacifiste devient gênant, y compris pour l'état-major. Fusillé pour l'exemple, Théophile Maupas aurait-il fait les frais, malgré lui, de cette chasse aux sorcières? Théophile Maupas donc, a été fusillé en 1915 pour l'exemple, et il fait partie des 4 caporaux de soins qui ont été tirés au sort pour faire un exemple et ont été fusillés suite à un refus d'obtempérer de toute la compagnie. Mais le mouvement pacifiste, les mutineries de 1917 dans les rangs des armées ne seront pas pourtant l'apanage des seuls instituteurs. Après-guerre, les 23 000 instituteurs revenus de l'enfer, forts de leur vécu, font œuvre mémorielle et s'engagent un peu plus encore dans la condamnation de la guerre pour mener un nouveau combat et faire de la paix un objet pédagogique. C'est aussi le moment que choisit la corporation des instituteurs et des institutrices pour s'organiser et se structurer professionnellement et syndicalement. Ici, c'est Blanche Maupas, j'ai oublié de passer la diapositive. Alors, Blanche Maupas, Théophile Maupas, je fais un petit retour en arrière. Théophile Maupas, donc, a été fusillé et réhabilité après-guerre, grâce d'ailleurs à son épouse qui s'est mobilisée, y compris avec le syndicat professionnel. Alors, j'en étais resté ici. Et Mingret, donc cofondateur du syndicat national des instituteurs en 1920, on est l'archétype, très critique lors de la déclaration de guerre. Il combattra néanmoins avec bravoure. Mobilisé au 46e régiment d'infanterie comme soldat de deuxième classe, il termine la guerre au grade de lieutenant après avoir été cité 2 fois. Parmi eux aussi, parmi ces instituteurs, des pédagogues investis comme Célestin Freinet, engagés et non des moindres, ont voulu inventer une éducation nouvelle fondée sur la coopération et le vivre ensemble qui empêcherait ce type de tragédie de revoir un jour.
Célestin Freinet, fondateur du mouvement de l'école moderne, promoteur de la pédagogie institutionnelle, mutilé de guerre, il sera contraint d'adapter sa pédagogie et d'inventer de nouvelles méthodes pour tenir compte de son état de santé. Et pourtant, 20 ans après, l'histoire se répétera. Mais revenons donc à nos instituteurs en guerre, ces hussards noirs de la République, comme les avait surnommés Charles Péguy. Qui sont-ils? Du plus célèbre comme Louis Pergaud, l'auteur de La guerre des boutons, au plus anonyme, ils sont symboliques des quelques 8000 instituteurs tués en 1914-1918. Aucun autre groupe national, comme dit tout à l'heure, ne connaîtra de telles pertes. Si les instituteurs n'ont pas voulu la guerre, ils l'ont faite et subie sans état d'âme, associant à leur devoir la défense de leur pays. L'idée de lutte pour la liberté et le droit. J'ai l'intime conviction que cette guerre salutaire est la suite des campagnes de la République, écrivait Louis Pergaud, disparu le 8 avril 1915. Alors, si nous connaissons le nom du premier poilu tombé au champ d'honneur, sait-on encore qu'André Jules André Peugeot était lui aussi instituteur au moment de son incorporation? Le héros du fort de Soubise à Verdun, Kléber Dupuis, l'était également. Ces instituteurs en guerre qui maîtrisaient parfaitement l'écrit nous ont laissé un nombre de témoignages émouvants au travers de leur carnet de guerre. L'un d'entre eux figure même au Panthéon. Florimond Wagon, illustre connu, son nom y est inscrit, pourtant sur une plaque dédiée aux écrivains morts pour la France. Alors, pour faire plus ample connaissance avec le profil de ces instituteurs, il faut se référer à une enquête menée par Jacques et Mona Ozouf dans les années 60 auprès de 20 000 instituteurs ayant enseigné avant 1914 et encore vivants à l'époque. Alors, ces hussards noirs, qui sont-ils? Alors, ce sont tout d'abord leurs familles, ben, ils viennent de familles de gros agriculteurs ou patrons, pour 9% d'entre eux, ou alors de petits agriculteurs, d'artisans, de commerçants pour 19%, ou moyens fonctionnaires, ingénieurs, officiers 5%, enseignants pour 19%, petits fonctionnaires, petits employés pour 13%, et ouvriers contremaîtres pour 14%. Et il reste un certain nombre d'instituteurs qui n'ont pas répondu à l'époque. Alors, il faut savoir qu'avant-guerre, être instituteur était une promotion sociale. Alors, plus de 80% de ces instituteurs sont passés par l'école normale. Près de 70% se disent proches des milieux radicaux et de gauche, et ils sont engagés syndicalement pour 63%. Alors, un petit rappel, les classes à l'époque mobilisées sont de 1887, les classes de 1887 à 1919. La classe de 1914 est elle, mobilisée dès le 1er septembre 1914, et la classe de 1915 sera mobilisée le 15 décembre 1914. Ce qui veut dire, pour certains instituteurs, ils sont encore à l'école normale, ils n'ont pas fini leurs études lorsqu'ils seront mobilisés. Alors, plus de 50% des instituteurs sont gradés. On l'expliquait tout à l'heure, quand il y a l'hécatombe de 14, ben, il faut remplacer donc les gradés d'actifs et on va faire appel en masse à ceux qui savent lire et écrire et qui sont déjà plus ou moins gradés, donc les instituteurs. Alors, on va trouver les capots vont passer sergents, les sergents vont devenir adjudants, les adjudants vont devenir sous-lieutenants, lieutenants et capitaines. Alors, sur les sources disponibles, on a tout d'abord une source qui est très intéressante, qui est donc le livre d'or du personnel de l'instruction publique et des beaux-arts. Alors, on le trouve, c'est un open data,
qui est disponible. Donc, en septembre 1914, 25 000 membres de l'enseignement public sont donc mobilisés dans l'armée française. Pour leur rendre hommage, le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Albert Sarraute, décide par la circulaire du 12 septembre 14 l'ouverture d'un livre d'or des universités, de l'université, composé des listes de ceux qui seront tombés, morts ou blessés sur le champ de bataille. De toute la France affluent alors, dès 1914 et jusqu'en 1920, des listes adressées au ministère par les personnels de l'administration centrale, les académies et plus rarement les autorités militaires ou les familles des victimes. Donc 17 144 fiches sont ainsi constituées et sont disponibles aujourd'hui pour tout public, recensant donc les personnels de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur et les membres de l'administration centrale ayant été déclarés blessés, morts ou portés disparus au cours de cette période. C'est à partir de ces fiches conservées désormais aux archives nationales et ne prétendant pas à l'exhaustivité que cette base a été construite par la mission des archives et du patrimoine culturel du ministère. Donc, on peut y effectuer une recherche par nom pour vérifier si votre instituteur poilu y figure. Vous pourrez également préciser votre recherche en y indiquant le prénom, la date de naissance afin d'éviter les homonymies. On peut effectuer également une recherche en fonction de critères, par exemple en isolant simplement les instituteurs. Si on prend par exemple les instituteurs, on clique là-dessus, on applique un filtre et on applique la recherche. Et normalement, ça va marcher. Voilà, donc là, ici, par exemple, on n'a que les instituteurs, donc les personnels de l'enseignement privé. Et donc, on peut effectuer on peut demander différents critères. Si on veut les professeurs, on peut avoir les professeurs. Donc, ça, c'est une source qui est disponible pour tout public. Donc, on apprend on s'exerçant un petit peu sur cette ressource. Euh, on peut avoir un aperçu du nombre de victimes de l'enseignement, par exemple, dans chaque département. C'est le département de Paris qui détient le triste record du plus grand nombre de personnels tués à l'ennemi, sachant que les limites de l'ancienne Seine à l'époque s'étendaient bien au-delà du périphérique actuel. Viennent ensuite les départements de la Somme et du Nord. À noter, pas de fiches recensées pour les départements de Moselle et d'Alsace qui étaient à l'époque allemands. Alors, les informations contenues dans les fiches sont très disparates. Par exemple, revenons à celle de Louis Pergaud. Si on recherche celle de Louis Pergaud, sa fiche est en fait très lacunaire. Elle ne mentionne ni son prénom, ni son grade, ni sa date de naissance, ni son décès. En effet, elle indique que ce dernier a été blessé. Et c'est à se demander si on a bien affaire donc, à l'auteur de la guerre des boutons et vérification faite sur le site du Grand Mémorial. Les Pergaud instituteurs de profession ne sont pas légion, pour ne pas dire unique. On sait aujourd'hui que Louis Pergaud est probablement mort en avril 1915. Je dis probablement car un doute subsiste sur les circonstances de son décès et son corps n'a jamais été retrouvé. Et regardez de plus près, la communication de l'Académie n'aurait été faite qu'en août 1918. La solution à cette énigme, c'est sur sa fiche matricule qu'on va la retrouver. Louis Pergaud a été porté disparu avant d'être déclaré officiellement mort pour la France par jugement en date du 4 août 1921. Pour l'anecdote, les historiens s'accordent aujourd'hui à penser que blessé, Louis Pergaud a été récupéré par les Allemands sur le champ de bataille le 6 avril 1915, puis transporté à l'arrière dans un hôpital provisoire à Fresnes en Ouèvre, bombardé le 8 avril 1915. Alors, deuxième source disponible, la bibliothèque Diderot de Lyon. Alors, depuis 2005, la bibliothèque Diderot de Lyon s'est engagée dans plusieurs programmes de numérisation. Les collections en éducation rendent accessible à distance un corpus documentaire utile aux chercheurs en sciences de l'éducation, aux acteurs du système éducatif, aux historiens et au public intéressé par les questions d'éducation et de pédagogie. On va y retrouver numérisé les collections suivantes: le journal des instituteurs, le manuel général de l'instruction primaire, la revue de l'enseignement primaire. Alors, le journal des instituteurs, appelé également JDI par la profession,
a été créé en 1858 par l'éditeur Paul Dupont, avant d'être racheté par les éditions Nathan en 1917. Donc, vous trouverez sur le site de la Bibliothèque Diderot toute la collection numérisée de ce journal pour les années 1858 à 1940. Et plus intéressant pour nous, c'est la période, savoir les numéros parus entre 1914 et 1910. Alors, quelques mots sur cette revue. Le JDI a été avant tout un périodique à usage professionnel. Outre des conseils pédagogiques, les instituteurs ou les écoles qui étaient abonnés pouvaient y trouver des informations sur le métier ainsi que sur les dernières circulaires ou instructions officielles. Donc, à compter d'octobre 1914, la numérotation s'arrête pour reprendre au numéro 1. Et cependant, pendant toute la durée de la guerre. Et sous le titre La guerre au jour le jour, le journal des instituteurs publiera régulièrement l'exposé quotidien des faits de la guerre depuis leur origine. Cet exposé est très succinct, mais signalant cependant tous les faits importants en France, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aussi Serbie, etc. Alors, à ces faits importants sont joints des récits de nature différente destinés à être lus aux élèves et souvent commentés par eux. Il devient également un outil de propagande destiné non seulement à soutenir le moral des élèves, dont les pères sont au fond, mais également à entretenir la ferveur patriotique. Tout sera prétexte à parler de la guerre et encore de la guerre. De la simple, on reviendra sur cette diapo après. Donc, de la simple récitation à la dictée, les instituteurs et institutrices sont incités donc à organiser leur pédagogie de l'emploi du temps de la classe autour de la guerre. On organise des concours de rédaction, on met en place une correspondance suivie entre les petits écoliers et les instituteurs de l'école mobilisés au front. Des tableaux d'honneur en hommage aux instituteurs tués ou blessés au combat sont même installés dans les préaux des écoles et n'eut besoin à l'époque de cellules de soutien psychologique. Chaque numéro sera l'occasion de vanter les mérites des soldats en mettant en avant leur courage, leur héroïsme. On incite aussi les institutrices, les épouses des instituteurs mobilisés qui ont souvent pris la place de ceux qui sont au combat à soutenir les soldats en leur confectionnant ou en faisant confectionner aux petites écolières des chandails, des chaussettes pour l'hiver qui approchent. C'est également ce média qui va permettre de mobiliser la solidarité de toutes et tous, contribuer à scolariser les enfants réfugiés des régions sinistrées, organiser des collectes pour aider les soldats au front. Les instituteurs et institutrices y trouveront également aussi des informations plus administratives liées à leur situation pendant la guerre. Plus intéressant pour le chercheur, le journal des instituteurs, de son numéro du 11 octobre 1914, débute la publication du livre d'or de l'université, dont on a parlé avant, et recensant les membres de l'enseignement public qui ont mérité pendant la campagne une promotion de grade, une distinction militaire, une citation à l'ordre de l'armée d'une part, ainsi que la liste de ceux qui seront tombés, morts ou blessés sur le champ de bataille d'autre part. Le JDI continuera donc sa funeste mission jusqu'en avril 1918. Ainsi apprend-on, et ce avec réserve, qu'il se voit que le premier instituteur inscrit au livre d'or s'appelait Chatillon et était instituteur adjoint à l'école Mulot de Rouen. Une plaque commémorative, vous l'avez vu, en atteste. Alors, pour information, la liste d'instituteurs morts au combat inscrits dans le livre d'or de l'université et édité par le journal des instituteurs a été relevée par Claude Richard et est disponible sur le site du Mémorial Viennois. Les deux autres revues dont on parlait tout à l'heure, tant le manuel général de l'instruction primaire que la revue de l'enseignement primaire reprennent les informations du livre d'or initié par le ministère, mais également les instituteurs soldats ayant fait l'objet d'une ou plusieurs citations, ainsi que les circonstances du décès. Il serait peut-être intéressant ce sujet d'en effectuer le dépouillement. Donc, je passe sur le mémorial web dont je viens de parler. Et pour nous intéresser à une autre source que j'ai utilisée, qui est le collectif de recherche internationale de débat sur la guerre, concernant le CRID de 14-18. Alors, le CRID 14-18 a pour objet le progrès de la diffusion des connaissances historiques sur la Première Guerre mondiale. On trouvera sur son site des notices biographiques, des analyses de récits, témoignages et de carnets de poilus, et particulièrement ceux des instituteurs. Alors, pour accéder aux notices, il faudra dans l'ordre se rendre sur le dictionnaire des témoignages, puis sur le lien index alphabétique dans le corps du texte, ou alors en tapant simplement instituteur dans la barre de recherche.
Attention toutefois, car si une occurrence par l'effectivement d'instituteur, elle ne sera pas, ça ne rapporte pas pour autant à un carnet d'instituteurs en particulier. Je vous conseille par exemple quand même la notice concernant le champ de stage, ce qui va nous mener à parler d'une autre source disponible, les carnets. On sait que les poilus ont été très prolifiques et nous ont laissé nombre de témoignages de leur guerre sous forme de correspondance ou de carnet pour peu qu'ils maîtrisaient l'écriture. Encore que le mythe du poilu illettré ou analphabète doit être battu en brèche. En effet, ils étaient tous passés par l'école de la République et savaient lire et écrire. À titre d'exemple, sur les 316 200 hommes qui constituèrent les classes de 1910, 2,80% ne savaient ni lire ni écrire et 1,14% savaient lire uniquement. Mais tous ne maîtrisaient pas pour autant toutes les subtilités du français dans les régions où le patois ou la langue régionale était encore très usitée. Les instituteurs mobilisés en 14, quant à eux, maîtrisaient bien entendu l'écriture sans problème, et nombreux ont été ceux qui nous ont laissé leur témoignage sur cette apocalypse qui a été la Grande Guerre, qu'ils aient été en première ligne ou à l'arrière. Alors en effet, par une circulaire du 18 septembre 1914, Albert Sarraute, à gauche, ministre de l'Instruction publique, généralise à la France entière une idée du recteur de l'Académie de Grenoble et recommande aux instituteurs et aux institutrices de tenir note de tous les événements auxquels ils assistent. C'est un témoignage de ferveur patriotique que le ministre Albert Sarraute met en place dès septembre 1914. L'instituteur a la charge d'être le relais du gouvernement, le témoin particulier de la guerre à l'arrière. Ce dernier devient le chroniqueur de la commune en inscrivant à jamais la mémoire du village durant ces jours troublés par le premier conflit mondial. Ces documents sont d'autant plus intéressants qu'ils sont rédigés par des instituteurs et institutrices des villes et villages occupés par l'armée allemande dans le nord et l'est de la France. Lorsqu'ils nous sont parvenus, ils sont également conservés aux archives départementales. Ici, par exemple, un exemple de la commune de Montbrun. Où elle se situe. Je le savais, mais je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Alors, il faut savoir, par exemple, le département de l'Aude possède une belle collection de ces monographies, hein, on peut dire comme ça. Donc, c'est vraiment sur la période de la guerre. Alors, quant au carnet de guerre à proprement parler, alors j'en ai recensé quelques-uns sur mon blog, je vous donnerai le lien tout à l'heure, consacré aux instituteurs de guerre. Ici, deux exemples. Et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Alors, certains ont fait l'objet d'une édition, comme ici. D'autres sont restés à l'état de manuscrit. Alors, une autre source disponible sont les livres d'or. Alors, on connaît tous les livres d'or qui ont servi de base aux listes des soldats morts pour la France et qui ornent les monuments aux morts de nos communes. La guerre terminée, les instituteurs revenus de l'enfer sont partagés entre la joie de la victoire et la dénonciation de certaines injustices et le devoir de mémoire. Dès 1914, le souci mémoriel se manifeste et le ministre de l'Instruction publique demande au recteur d'académie d'ouvrir le livre d'or de l'université, comme on l'a vu tout à l'heure, dans lequel seront inscrits les noms de ceux qui accompliront des actions d'éclat et qui verseront leur sang pour la patrie. À l'issue de la guerre, les livres d'or seront publiés à l'initiative soit des inspections académiques, soit à l'initiative des amicales professionnelles. Et ce sont des centaines de livres d'or qui seront édités, mais ce n'est pas pour autant l'apanage des instituteurs et on trouvera d'autres livres d'or pour d'autres corporations. Alors, le contenu de ces livres d'or est très variable. On y trouvera, outre le nom de l'instituteur, la photographie accompagnée d'une notice biographique plus ou moins complète. Alors, on peut accéder sur Gallica si vous tapez livre d'or des instituteurs de Gironde, par exemple. Vous allez accéder donc au livre d'or des instituteurs de Gironde, qui est disponible sur Gallica ou également sur les archives départementales de la Gironde. En fait, il s'agit d'un corpus de documents qui ont été déposés par les descendants du sergent Martial Descorps, qui était instituteur et qui était récupéré lors de la grande collecte. Alors, sinon, les autres livres d'or, on peut les consulter en sous-série 1T des archives départementales ou bien encore dans les bibliothèques des anciennes écoles normales devenues aujourd'hui Institut national du
professorat. Certains ont été conservés aussi par les amicales des anciens élèves des écoles normales, quand elles existent encore, ou même on peut en trouver dans les musées pédagogiques. Alors, le site Nos ancêtres les poilus a mis en ligne les livres d'or des instituteurs de La Rochelle, de Corrèze et de Léron, ainsi que celui de l'école normale de la Seine. Dommage que l'on n'y trouve pas forcément les notices biographiques. D'ailleurs, je profite de cette conférence pour lancer un appel. Je suis à la recherche de ces livres d'or afin de les recenser et d'en publier la liste et pourquoi pas imaginer une campagne de numérisation. Donc, n'hésitez pas à me les signaler. Vous trouverez mes coordonnées à la fin de cette conférence. Les monuments aux morts corporatifs, c'est une autre source et autre cénotaphe. Alors que les 36 000 communes de France se couvrent de monuments aux morts, l'idée de rendre hommage spécifiquement aux instituteurs morts au champ d'honneur en érigeant un monument à cette corporation voit peu à peu le jour. Rappelons que c'est 22% des instituteurs mobilisés qui décéderont lors de ce conflit, bien plus que la moyenne nationale. Et ce seront les listes publiées dans le livre d'or qui serviront de base à l'élaboration des monuments aux morts. Ce sont là encore les associations professionnelles qui seront à l'origine des projets et de la souscription. Projets cautionnés et soutenus par les autorités académiques. Alors, on peut encore voir ces monuments aux morts dans les enceintes des anciennes écoles normales. La fermeture des anciens bâtiments d'école normale au profit de nouveaux bâtiments plus fonctionnels ont parfois obligé les autorités de tutelle à déplacer les dits monuments. Alors, un comité d'honneur composé de personnalités comme Paul Painlevé, à gauche, Émile Combes, Maurice Barrès ou Ferdinand Buisson aura la charge, à l'issue de la guerre, de veiller à la réalisation d'un monument national en l'honneur des instituteurs morts pour la patrie. Malheureusement, ce monument prévu pour être érigé devant l'école normale supérieure de Saint-Cloud ne verra malheureusement jamais le jour. Parallèlement, le ministère ainsi que les instituteurs des écoles dont un maître est tombé au champ d'honneur a donné le nom de celui-ci à une salle des écoles. Les communes ne sont pas en reste, et c'est parfois l'école tout entière qui se voit baptisée du nom de l'instituteur devenu héros local. Albert Thierry, surnommé l'écrivain par ses compagnons de fortune, instituteur, professeur à l'ENI de Versailles, l'école normale de Versailles, pédagogue, syndicaliste, antimilitariste au moment de son service militaire en 1902-1903. Quand il refuse de faire le peloton d'officier, il se laisse néanmoins gagner par l'élan patriotique de l'Union sacrée en 14. Parti sur le front début septembre 14 comme soldat au 28e régiment d'infanterie, il est tué le 26 mai 1915 à Aix-Noulay, à la tranchée des Saules, à 33 ans. Il repose dans l'un des ossuaires de la nécropole nationale de Notre-Dame-de-Lorette. Il laissera lui aussi son carnet de guerre et un ouvrage intitulé Les conditions de la paix, édité à titre posthume en 1907. Alors là aussi, les associations et amicales professionnelles sont à la manœuvre et on ne compte plus les plaques commémoratives apposées sur les murs des écoles. Ici, ce que j'ai surnommé les capes de Champagne. Laissez-moi quelques minutes pour vous conter leur histoire. À l'aube de la déclaration de la guerre, Champagné compte environ, c'est une commune de Haute-Saône, environ 4000 habitants. L'école du centre y accueille les enfants du bourg et des environs. Lorsque le 1er août 1914, l'ordre de mobilisation générale est affiché, tous les hommes répondant aux obligations militaires doivent rejoindre dès le 2 août leur régiment d'affectation. Cet ordre concerne également les instituteurs en poste de l'école de Champagné qui sont en capacité de combattre. C'est ainsi qu'Émile Belluche, le directeur de l'école, et Georges Méret, son instituteur adjoint, doivent quitter leur poste et leurs élèves pour répondre à l'ordre de mobilisation. Sans tarder, ils partent. Émile Belluche pour Bessencourt, près de Belfort, où stationne le 9e régiment d'artillerie à pied. Et Georges Méret rejoint quant à lui le 42e régiment d'infanterie à Belfort. À l'école, il faut parer au plus pressé, car la rentrée approche. Une collègue, mademoiselle Sotro, assurera l'intérim de la direction pendant que l'administration pourvoit au remplacement des maîtres absents. La continuité du service est assurée, mais très vite, les remplaçants qui se succèdent sont eux aussi appelés à accomplir leur devoir. C'est le cas de Marcel Coquard, qui assurera un remplacement d'octobre au 16 décembre 1914, date à laquelle il est mobilisé. Puis c'est au tour de Fernand Fréchin, tout juste sorti de l'école normale, de suppléer ses collègues jusqu'à ce que l'armée l'appelle en avril 1917. Face à la pénurie d'instituteurs, l'administration est dans l'obligation de faire appel à des intérimaires.
et d'autoriser à enseigner Henri Simonin, un gars du goût. Il a tout juste 19 ans et est titulaire du brevet élémentaire. Il n'est donc pas passé par l'école normale. Parfois, le maire, Jules Dessay, instituteur à la retraite, vient prêter main forte à l'équipe enseignante. De la classe 1918, Henri Simonin est appelé à son tour par anticipation en mai 1917. Alors, que sont-ils devenus? Georges Méret est tué le 15 mars 1915 à Vingré dans l'Aisne. Marcel Coquard tombe quant à lui sous le feu de l'ennemi le 2 juin 1916 à la ferme du Bois-l'Abbé près de Bouchaven dans la Somme. Fernand Fréchin, blessé à Villers-Cotterêts le 18 juillet 1918, meurt déçu de ses blessures ce même jour. Henri Simonin n'y échappera pas non plus. Il trouve la mort le 20 août 1918 devant Dieuxy, également dans l'Aisne. Alors, seul Émile Belluche, le directeur d'école, reprendra son poste à l'issue de la guerre. 4 plaques, donc aujourd'hui, sont posées dans l'école et rappellent encore aujourd'hui le sacrifice de ces 4 instituteurs. Si tous ont reçu les honneurs de la nation, seul Henri Simonin ne figure pas au livre d'or des personnels de l'instruction publique. Assez soldats pour mourir, mais pas assez instituteurs à l'époque pour y figurer. Un autre témoignage, donc cette plaque commémorative que l'on peut encore trouver dans la plupart des écoles de l'ancienne Seine-et-Oise, qui regroupe aujourd'hui les Yvelines, les Sommes, une partie de la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et j'en ai. Donc, certains de ces monuments dont on vient de parler, que ce soit des monuments des écoles normales, les plaques commémoratives et autres, ont fait parfois l'objet d'un relevé qu'on peut retrouver aussi sur le site de Mémorial Général. Alors, une autre source disponible sont les médailles commémoratives. L'administration veut également honorer les instituteurs et en 1918, le ministère de l'Instruction publique fait frapper des médailles. Elles sont remises à titre posthume pendant une cérémonie solennelle devant tous les enfants de l'école. L'inspecteur primaire y prononce même l'éloge du maître disparu et la médaille prendra place au-dessus de l'estrade foulée avant-guerre par celui qui n'est plus. Une anecdote à ce sujet. L'histoire est belle. En 2001, le directeur de l'école de Plévin, en Côte-d'Armor, nouvellement nommé, n'en prend pas ses yeux lorsqu'il retrouve au fond du tiroir de son bureau une médaille en bronze. Depuis 84 ans, cette distinction décernée en 1920 à titre posthume par l'instruction publique à Joseph Sourdaine, instituteur de Plévin mort à Verdun en 1916, dormait là et n'était jamais parvenu à se descendre. Féru d'histoire, notre directeur d'école entame des recherches et parvient facilement, et grâce à Internet, à retrouver le petit-fils de Joseph Sourdaine qui a retracé sur la toile le parcours militaire de son grand-père. Et l'histoire de Joseph nous est racontée par son petit-fils Christian Sourdaine dans Joseph Sourdaine, instituteur public mort à Verdun. Christian Sourdaine n'a pas souhaité récupérer la médaille de son grand-père. La médaille commémorative de bronze a aujourd'hui repris la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter au-dessus du tableau noir de la classe. Un petit mot sur la contemporaine, appelée autrefois la BDIC, pour Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, et son fonds documentaire important numérisé sur la Première Guerre mondiale. Ainsi, j'ai pu y retrouver la correspondance entre un instituteur au front, des collègues et des élèves de son village. Par recoupement et en utilisant toutes les sources disponibles, j'ai pu mettre un nom sur cet instituteur, retrouver sa fiche matricule et apprendre qu'il avait été directeur de l'école et maire de son village. J'ai utilisé aussi le métro. Enfin, pour terminer, donc, le métro qui m'a permis de compléter quelques notices biographiques. Pour conclure, vous trouverez ici une bibliographie des ouvrages qui m'ont permis de vous présenter cette conférence. N'hésitez pas à retrouver les instituteurs de la Grande Guerre sur mon blog qui leur est consacré. Je vous propose également une conférence plus axée sur le parcours d'instituteurs emblématiques avec pourquoi pas un focus particulier sur un département. Pour toute question ou renseignement, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail jmhgenéalogie, gmail.com. Je vous remercie.